Sina, bonjour, je vous remercie d'être présent. C'est impressionnant d'avoir une assistance aussi nombreuse et touchante, hein, puisque, comme le disait Cathy, le village de Montbrehain est assez particulier pour moi, puisqu'il s'agit de mon village familial, que ce soit du côté maternel ou du côté paternel. Et par rapport à l'implication des troupes australiennes pendant cette bataille qui a eu lieu en octobre 1918, mon intérêt pour l'histoire est particulièrement pour la Première Guerre mondiale et cette face australienne de la Première Guerre mondiale vient forcément de l'histoire de ce village. Donc, merci Cathy de m'avoir accueilli. Lorraine également, c'est très très gentil, je l'apprécie beaucoup. Monsieur le maire de Montbrehain qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, donc j'ai intérêt de faire attention à ce que je vais dire. La bataille de Montbrehain, octobre 1918. Donc on est vraiment très proche de la fin de la guerre. C'est intéressant parce qu'on est dans une période pleine d'émotions par rapport à la Première Guerre mondiale, vis-à-vis de l'armistice, donc des derniers combats qui ont lieu. On pense aux derniers soldats qui ont laissé leur vie le jour où le cessez-le-feu a été signifié. Et ça nous renvoie à cette symbolique des derniers tués, des dernières batailles, des derniers combats. Et en ce qui concerne la bataille de Montbrehain, les troupes australiennes, de l'infanterie australienne, vont se retrouver en combat pour la dernière fois pendant la Première Guerre mondiale dans ce petit village de Picardie. Donc on va essayer, évidemment on va voir ce qui se passe pendant cette bataille, mais c'est très important également de comprendre le contexte, puisque nous nous trouvons le long de la ligne Hindenburg, donc c'est derrière vous, 80 km derrière vous se trouve le village de Montbrehain. Les événements de 1918, c'est très intéressant, tout commence en mars 1918 avec l'offensive de printemps allemande, l'opération Michel, et en fait tout cela va déclencher tout un tas de choses, la bataille de Villers-Bretonneux ici, mais également on verra dans la vallée de l'Ancre, bataille de Dernancourt, et ensuite la contre-attaque générale des troupes alliées, avec ces Australiens qui sont toujours impliqués. Donc ce qui commence ici en avril 1918 pour les Australiens va se terminer 80 km à l'est, le long de la ligne d'Hindenburg, avec la bataille du village de Montbrehain. Donc c'est cette symbolique de la dernière bataille. Ça pourrait être un sujet de bac de philo, les derniers tués, la dernière bataille. Il en faut une malheureusement, et avec ce symbolisme, on se retrouve évidemment dans une situation de la mort qui est encore plus inacceptable qu'elle ne l'est habituellement. Il est très très important, et le centre Sir John Monash est très attaché à cela également, de voir l'histoire à partir des hommes, du regard des hommes, parce que cette histoire est faite par les hommes et les femmes qui y participent. Les soldats sont des hommes, ce sont eux qui sont sur le terrain. C'est la raison pour laquelle nous allons suivre plus particulièrement le destin de 3 des soldats qui sont impliqués pendant la bataille. 2 capitaines, le capitaine Fletcher et le capitaine Mahoney, qui malheureusement vont perdre la vie lors de la bataille, et également du lieutenant Ingram, qui va être décoré de la Victoria Cross, donc étant la décoration la plus importante de l'armée britannique. On est encore sur du symbolisme, puisque la bataille de Montbrehain est la bataille pendant laquelle sera décernée la dernière Victoria Cross australienne de la Première Guerre mondiale. Donc on va s'attacher à voir quel est le destin de ces soldats. Je n'arrête pas de parler de symboles depuis le début, on en a encore un en plus, puisque certains des soldats qui sont impliqués pendant cette bataille, notamment les capitaines Fletcher et Mahoney, sont des vétérans de Gallipoli, donc qui ont survécu à la première grande campagne militaire australienne de la Première Guerre mondiale, qui sont passés au travers de tous les combats de 1915 jusqu'à 1918 et qui sont tués pendant la dernière bataille. Donc on est sur quelque chose évidemment très 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 fort à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, je vais essayer de bien me servir de l'écran. Pour vous résumer un peu de quoi on va parler, tout d'abord on va voir quelles sont les origines de John Austin Mahoney, John Harry Fletcher et de George Mawby Ingram. Je vais appeler Mahoney la plupart du temps Austin et le capitaine Fletcher Harry, puisque c'est le surnom qui leur a été donné communément. On va voir qu'ils s'appellent John tous les deux, c'était le prénom de leur père, et dans certaines familles australiennes, il était assez commun de donner le même prénom au fils que le prénom du père, mais avec un
un deuxième prénom. Et dans la vie de tous les jours, c'était ce deuxième prénom qui était utilisé de façon usuelle. C'est la même chose pour Georgine Brown. Alors en fait, son nom c'est Mowgli, mais en fait il sera surnommé Mowgli. C'est très important pour Capitaine Mowgli et Capitaine Fletcher de les appeler Austin et Harry. Donc on va voir quelles sont leurs origines en Australie. Ensuite, nous allons parcourir le parcours du 24e bataillon. C'est le bataillon dans lequel ils vont être impliqués. Une fois de plus, je suis très attaché au contexte d'une bataille, d'une situation, pour vraiment bien l'appréhender. Et on est toujours sur ce principe de symbolisme extrêmement fort de cette dernière bataille où des soldats vont mourir, et de voir ce que le 24e bataillon de l'infanterie australienne a traversé de Gallipoli jusqu'à la bataille de Mont-Bouin, par rapport aux pertes qu'ils ont subies, très très important. Ensuite, évidemment, nous verrons le contexte de la bataille et nous verrons le déroulement forcément de cette bataille qui se déroule le 5 octobre 1918. Donc nous avons trois destins que nous allons suivre aujourd'hui. Alors celui de Harry Fletcher, vous voyez en photo ici, Austin Mahoney, ils sont accompagnés du lieutenant Scales. C'est une photo qui a été prise quelques semaines avant leur mort en septembre 1918. Et vous avez ici une photo du lieutenant George Ingram, donc dernier récipiendaire de la Victoria Cross australien pendant la Première Guerre mondiale. Je vous fais un bref résumé, je ne vais pas vous faire un cours de géographie, je vous rassure, on n'est pas là pour ça. Mais rapidement, pour savoir d'où viennent ces soldats, et plus particulièrement des environs de Melbourne, ce sont des Victoriens, ils viennent de l'État du Victoria. C'est très important puisque en Australie, des soldats vont être affectés à un bataillon qui correspond en fait à leur lieu où ils se sont enrôlés. Donc vont être ensemble la plupart du temps. Bon, il y a évidemment quelques exceptions, je pense notamment à des hommes du Queensland qui sont mélangés avec des Tasmaniens. Bon, c'est un petit peu compliqué, les territoires du Nord, la population est beaucoup moins importante, donc parfois l'impossibilité de créer un bataillon entier, donc ces soldats vont être amalgamés avec d'autres soldats dans d'autres bataillons, mais de manière générale, lorsque vous vous engagez, si vous êtes dans le Queensland ou alors la Nouvelle-Galles du Sud, vous allez rejoindre le bataillon qui correspond à la ville, au lieu où vous avez été recruté, où vous vous êtes engagé. Donc, les trois soldats dont nous parlons sont tous originaires des environs de Melbourne, même un petit peu plus précisément du nord de Melbourne. En parlant du bataillon dans lequel ils vont combattre, le 24e bataillon de l'infanterie australienne, nous avons le badge de ce bataillon, qui est un diamant de couleur blanche et de couleur rouge. Ce n'est pas le seul bataillon victorien, on va voir qu'ils combattent avec le 21e bataillon le jour de la bataille de Mont-Bouin, mais évidemment c'est le bataillon dans lequel ils vont combattre. Alors en ce qui concerne Harry Fletcher, il est né le 25 mars 1893 à Tandara. Alors il est issu d'une famille d'enseignants de confession méthodiste, et va suivre ses études, la plupart de ses études, à la Bendigo High School. Ensuite, va entrer à l'école d'enseignement de Melbourne en 1912 et sera assistant à l'école Prince Hill School, toujours de Melbourne. C'est très important puisque, on va voir, c'est pour cette raison qu'il va faire la rencontre d'Austin, puisque Austin, lui, est né le 33 octobre 1894 à Northcote, est issu d'une famille d'agriculteurs de confession catholique romaine. C'est intéressant, il n'y a pas de ségrégation, évidemment, dans la société australienne à l'époque. Mais on est dans une société à cette époque-là où, lorsque vous êtes de confession différente, vous n'êtes pas censé en fait vous rencontrer et devenir amis. Mais pourtant, ces deux hommes vont devenir des amis extrêmement proches. Donc, Austin vient d'une famille d'agriculteurs. Il sera employé bureau en plusieurs métiers, mécanicien également. Suit ses études, tout d'abord l'école primaire dans cette ville de Wangaratta, et ensuite au collège d'agriculture de Wangaratta, où il va travailler. Très important également, Austin est un sportif émérite et il est footballeur de l'équipe de Greater South. Alors on parle là de soccer, donc pour les Australiens, de football, pas... on ne parle pas des Australian rules, des règles australiennes. Alors, c'est le lieu où Austin et Harry vont se rencontrer
peu de temps avant la Première Guerre mondiale, en fait, ils vont séjourner dans la même pension de famille. C'est la raison pour laquelle ils vont faire connaissance, où ils vont devenir amis, hein, et il sera d'usage pour eux, par exemple, le dimanche, à la sortie de l'église, de se retrouver au pub, hein, pour boire un verre ensemble. Il y a également deux autres soldats qui vont s'engager, hein, le même jour que Austin et Harry, qui séjournent également dans cette pension de famille. Alors, ce bâtiment, aujourd'hui, c'est une photo que j'ai récupérée sur Street View, hein, sur Google Maps, est un bâtiment qui n'est plus une pension de famille, qui est plus un bâtiment privé, qui fait partie de l'université de Melbourne, qui porte le nom de John Monash. Voilà. Le 8 mars 1915, c'est le jour quand Harry et Austin vont s'engager dans leur bureau de recrutement et vont être assignés à la compagnie A du 24e bataillon. Oups, je suis désolé, j'étais trop vite. En ce qui concerne George Ingram, alors George Ingram ne va jamais rencontrer Austin et Mahoney, hein, précédemment. Sa situation est un petit peu différente, donc on voit qu'il est né en 1888. Il aura, comme beaucoup d'hommes, plusieurs différents métiers. Principalement, ce sera menuisier. Principale différence, c'est que George Ingram va se marier, hein, en janvier 1910, et que de 1905 à 1914, il est membre de la milice du Victoria, attaché plus particulièrement à l'artillerie. C'est intéressant puisqu'on se rend compte que George a déjà au préalable une formation militaire, au contraire d'Austin et d'Harry. 1914, début du conflit, je vous rassure tout de suite, évidemment, je ne vais pas vous faire un grand cours de géopolitique, mais c'est très intéressant de voir la composition de l'Empire britannique. Pour quelle raison, hein, les Australiens sont impliqués pendant la Première Guerre mondiale. L'Australie est un dominion, hein, de l'Empire britannique, et généralement, pour la plupart des dominions, si les dominions ont plus ou moins d'indépendance pour s'occuper de leurs affaires internes, par contre, tout ce qui concerne les affaires extérieures, la politique étrangère, etc., c'est du domaine de Londres, hein, du domaine du gouvernement britannique. Ce sont des dominions, donc lorsque le gouvernement britannique se retrouve en guerre contre un pays, quasiment automatiquement les dominions se retrouvent en guerre contre ce pays. Évidemment, 1914, l'Empire britannique va faire la même chose que la France, hein, l'Empire colonial français. Nous avons deux grands empires coloniaux, France et Grande-Bretagne, qui vont faire appel aux ressources, hein, de l'Empire colonial immédiatement. Alors, c'est plus particulièrement intéressant de se rendre compte que nous avons ici, je suis désolé, je reviens en arrière, une influence, enfin un protectorat britannique sur une partie de la Nouvelle-Guinée. C'est important, la Nouvelle-Guinée, puisque c'est là où George Ingram va se retrouver impliqué en 1914. Nous avons ici une carte, on peut voir le nord de l'Australie, nous avons ici la Nouvelle-Guinée, et en fait, nous constatons qu'une partie de la Nouvelle-Guinée est sous protectorat hollandais, une partie est sous protectorat donc britannique, et que nous avons une partie qui est un protectorat allemand. Alors plus particulièrement composé de postes de télécommunications qui permettent en fait à l'Allemagne d'avoir un lien direct permanent avec le Pacifique. Et la capture de ces postes d'écoute allemands se trouvant en Nouvelle-Guinée, en fait, vont être la première action militaire, hein, des Australiens pendant la Première Guerre mondiale, qui se déroule en 1914. Très important, hein, stratégiquement, l'Allemagne va se retrouver coupée du Pacifique. Donc George Ingram est impliqué lors de ces opérations, hein, pour capturer les possessions allemandes de Nouvelle-Guinée. Ça se passe en décembre 1914. Il est affecté à l'Australian Naval and Military Expedition Force. Je m'excuse, hein, c'est de l'anglicisme, je ne l'ai pas traduit, puisque si vous le traduisez directement en français, ça ne veut plus dire grand-chose. Au 3e bataillon, il sera rendu à la vie civile en janvier 1916, hein, donc il va passer l'année 1915 en Nouvelle-Guinée. 1916 sera rendu à la vie civile, mais nous allons voir qu'immédiatement, il va s'engager de nouveau, sera affecté au 24e bataillon et envoyé sur le front occidental en France. Hein. Ici, vous pouvez voir une photographie que j'ai trouvée pour nous donner une idée, hein, de ce que pouvaient être ces troupes australiennes en Nouvelle-Guinée en 1915. Il ne s'agit pas de l'unité, hein, du bataillon de George Ingram, mais ça me semblait intéressant d'avoir une idée de ce à quoi cela pouvait ressembler. 8 mai
1915. Nous retrouvons Austin et Harry. C'est le jour où ils s'embarquent pour l'Égypte avec le 24e bataillon dans ce bateau qui s'appelle le Hashmat Euripide. Directement l'Égypte. Là, on a vraiment le circuit classique d'un soldat australien, dans un premier temps en 1915, qui va participer à la bataille de Gallipoli, et ensuite également pour les soldats qui vont suivre à partir de 1916, en passant dans un premier temps par l'Égypte, ensuite avant de rejoindre la France ou la Grande-Bretagne. Donc le bataillon est affecté, se retrouve dans un camp aux environs du Caire. Le 4 septembre 1915, le bataillon va embarquer pour Gallipoli. Pendant tout ce temps, le bataillon est en entraînement, est impliqué en Égypte et dans la zone du Sinaï. Pendant ce temps-là a lieu la bataille de Gallipoli, donc pour l'armée française, c'est les Dardanelles, donc une opération conjointe entre la France et la Grande-Bretagne, visant à capturer la Turquie pour essayer d'ouvrir un nouveau front, ouvrir l'un des flancs de l'Allemagne pour les Britanniques, pour l'armée britannique comme pour l'armée française. Cette campagne de Gallipoli va être un désastre absolument épouvantable. Septembre 1915, depuis avril 1915, les Australiens, les troupes britanniques, les Néo-Zélandais, donc à cette époque-là, nous parlons encore des ANZAC, de l'Australian and New Zealand Army Corps, du corps australien et néo-zélandais, qui sont plus ou moins regroupés ensemble. Septembre 1915 est une des périodes les plus violentes de la campagne. Et après avoir débarqué à Gallipoli, le 24e bataillon est directement emmené à Lone Pine. Vous avez une photographie ici de Lone Pine, et en fait va rester séjourner sur Lone Pine pendant 16 semaines. La situation à Gallipoli est très particulière, il n'y a pas beaucoup de place, donc lorsqu'un bataillon se retrouve engagé sur la péninsule, même le bataillon va être obligé de combattre jusqu'à quasi-épuisement complet. 16 semaines. On peut noter que le 29 novembre 1915, Harry Fletcher va être blessé. Alors, commotion bombardement, je n'ai pas trouvé de traduction vraiment pratique pour le shell shock. Donc en fait, c'est une commotion que vous subissez à cause de l'intensité des tirs d'artillerie, et particulièrement parce que Harry va se retrouver partiellement enterré vivant à cause des débris des tirs d'artillerie. À noter que 40 hommes du bataillon sont tués ce jour-là. Le 15 décembre 1915, Harry est promu lieutenant, et le 19 décembre 1915 est décidée l'évacuation en général de Gallipoli. C'est le cas le 20 décembre pour le 24e bataillon, qui sera un des derniers bataillons australiens à quitter Gallipoli. 100 hommes seront tués et 100 seront sérieusement blessés pendant ces 16 semaines de présence sur Gallipoli. Donc le bataillon subit déjà énormément de pertes. Donc là c'est très important puisque Harry et Austin deviennent des vétérans de la bataille de Gallipoli. Donc ils sont là vraiment, véritablement, depuis le début. Dans un premier temps, tout comme tous les Australiens qui sont évacués, et beaucoup de troupes britanniques et les Néo-Zélandais de Gallipoli vont être envoyés sur l'île grecque de Lemnos avant de repartir sur le Caire. Ils y sont le 8 janvier 1916. Et c'est ensuite le 26 mars 1916 que le 24e bataillon va être envoyé sur le front occidental. Donc, il débarque à Marseille, comme la plupart des Australiens. Alors il est dit que les Marseillais ont été très impressionnés de voir les troupes australiennes débarquer et parader dans les rues de Marseille, puisque c'est une époque où les Français et les Britanniques, nous sommes quand même beaucoup plus petits, assez petits. Je crois que la moyenne est entre 1m68, 1m70. On est beaucoup plus petits qu'aujourd'hui, même si je suis personnellement pas très grand. Les Australiens, par contre, tout comme les Canadiens et les Américains, sont déjà de très grands gaillards, et les Marseillais, apparemment, ont l'impression de voir des géants défiler dans la rue. Ils sont persuadés qu'il est impossible de perdre la guerre en ayant à ses côtés des géants qui combattent avec vous. On va voir maintenant, donc en 1916, où
le bataillon est impliqué, alors, dans un premier temps, dans le secteur de Fleur B, ce que les Australiens appellent la nursery. Vous avez la première et la deuxième division australienne, qui sont les premiers à débarquer en France. Le 24e bataillon fait partie de la deuxième division australienne. Les soldats qui sont envoyés dans ce secteur en 1916 l'appellent la nursery parce qu'en fait, tous ces soldats sont des vétérans, ce sont des soldats qui ont déjà une solide expérience militaire, ils ont survécu à la campagne de Gallipoli, mais doivent s'adapter au combat, à la guerre de tranchées du front occidental, qui n'est pas exactement le même que face aux Turcs à Gallipoli. Donc là, ils sont pris en charge par des officiers et des sous-officiers de l'armée britannique, et comme ils doivent réapprendre tout ce qu'ils ont déjà appris, on a eu l'impression d'être en fait pouponnés. Si on peut être pouponné par un sergent britannique, je ne suis pas sûr, mais en tout cas pris en charge comme des enfants qui doivent de nouveau apprendre à marcher. C'est dans ce secteur que le bataillon, au mois de juin, au niveau de la chapelle d'Armentières, sur la ligne de front, va faire sa première expérience au combat contre les troupes allemandes et subira 5 tués. Le 12 juillet 1916, le bataillon est envoyé à Amiens. Depuis le 1er juillet 1916, fait rage la bataille de la Somme, ici. Bataille de la Somme à laquelle le bataillon va participer. Donc, pour les Australiens, il s'agit évidemment de la bataille de Pozières. Dans un premier temps, fin juillet, le bataillon se retrouve dans une tranchée qui s'appelle la tranchée K, Cape Trench, juste à l'entrée de Pozières, en face du mémorial de la première division australienne. C'est intéressant et tragique, puisque le bataillon, pendant 2 jours, ne va pas être directement impliqué au contact des troupes allemandes, ne va pas attaquer les troupes allemandes, mais va subir tellement de pertes en raison des tirs d'artillerie allemands que le bataillon va devoir être retiré de la ligne de front, afin de retourner à l'arrière pour se reposer et obtenir des renforts. Malgré tout, au mois d'août, le bataillon est de retour au combat, va combattre le long d'OG1, OG2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont 2 tranchées qui se trouvent juste à l'extérieur de Pozières et qui défendent une position qu'on appelle la position du moulin à vent, où se trouve un mémorial australien, ainsi qu'un mémorial en souvenir de la première utilisation des tanks, et qui est lié avec une ferme qui se trouve dans les champs entre Pozières et Thiéval, qui s'appelle la ferme du Mouquet. Ferme du Mouquet, le bataillon est impliqué contre la ferme du Mouquet, vous voyez, donc on a Gallipoli, bataille de Pozières, ça fait déjà beaucoup pour des soldats, et notamment Austin est impliqué directement contre la ferme du Mouquet. Il est cité dans l'histoire officielle de Charles Mean, et va être même décoré de la croix militaire, donc la Military Cross, pour son action, et un peu plus tard va être promu sous-lieutenant. Fin août 1916, le bataillon est définitivement retiré de la bataille de Pozières, a perdu 10 officiers et 430 sous-officiers et hommes du rang. On est dans les standards terribles de perte de cette bataille de Pozières, qui est la bataille où les Australiens en 6 semaines vont subir le plus de pertes, à savoir 23 000 pertes en 6 semaines de combat. On a une photo très intéressante ici du 24e bataillon, c'est en 1917, qui se trouve devant un monument qui avait été érigé pour se souvenir des combats de la ferme de Mouquet. Nous sommes toujours en 1916, et maintenant nous passons en 1917 pour voir ce qui se passe pour le bataillon. J'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Je reviens en arrière, il me semble que... Non, tout est correct. 1916. J'ai parlé d'Austin et de Harry jusqu'à présent, qui suivent le 24e bataillon, qui sont impliqués avec Gallipoli. Pendant ce temps-là, George Ingram, lui, en 1915, est en Nouvelle-Guinée. Début 1916, George Ingram va rejoindre la vie civile, puisqu'il aura terminé son service, mais immédiatement va s'engager de nouveau dans son régiment,
dans le 24e bataillon, affecté au 24e bataillon, et quelques mois plus tard, puisqu'il faut beaucoup de temps, en moyenne c'est 3 mois pour rejoindre le front occidental, va rejoindre le 24e bataillon. Janvier et février 1917, oui effectivement, le bataillon, le 24e bataillon est de retour alors dans une tranchée qui s'appelle la tranchée Zénith, qui se trouve en face de l'autre endroit. Donc on se trouve en fait juste en face de Bapaume, le long. Pardon. Il faut que j'évite d'effleurer l'écran puisque ça lance l'animation suivante. Donc juste en face de Bapaume. En fait, la ligne de front à la fin de la bataille de la Somme en novembre 1916. Donc le bataillon là pour de la routine de tranchée. On voit que Austin est promu lieutenant à ce moment. Au mois de mars, le bataillon se trouve toujours dans ce secteur-là, en face de Bapaume. Et c'est là où on va retrouver George Ingram, qui a récemment rejoint le bataillon et va tout de suite faire parler de lui puisque lors de combats en face de Grévilliers, Grévilliers c'est un village qui se trouve juste à l'ouest de Bapaume, va être décoré de la médaille militaire. C'est la période également lorsque Harry, lui, est promu capitaine. Au mois de mai 1917, a lieu la deuxième bataille de Bullecourt qui commence le 3 mai 1917. Le 24e bataillon est impliqué pendant cette bataille, va perdre 13 officiers, 324 sous-officiers et hommes du rang. Austin est promu capitaine. À ce moment-là, on voit les deux amis gravissent les échelons plus ou moins au même moment. Alors, on n'a jamais entendu parler de compétition entre les deux, mais c'est intéressant de voir que les deux amis vont réussir à aller jusqu'au grade de capitaine. Mois de septembre, en ce qui concerne George Ingram, c'est lorsqu'il est promu sergent, et donc je rappelle, a été décoré de la médaille militaire en face de Grévilliers. Nous sommes maintenant au mois d'octobre 1917, la troisième bataille d'Ypres fait rage dans les Flandres belges. Le bataillon est impliqué lors de la capture de la crête de Brouchent. Excusez-moi pour la prononciation, c'est probablement pas la bonne prononciation en flamand. Donc c'est une crête qui se trouve juste sur le flanc droit, juste à droite de Passchendaele. Donc on fait partie de la bataille de Passchendaele. Il perd 9 officiers et 104 hommes, sous-officiers et hommes du rang. Nous arrivons maintenant en 1918. De nouveau, nous avons une carte sur cette partie de la Picardie qui nous intéresse, notamment en raison de l'offensive de printemps de l'armée allemande, l'opération Michel, et ensuite de la contre-attaque qui va suivre, contre-attaque dans laquelle, évidemment, le 24e bataillon va être impliqué. Donc on a vraiment 3 endroits très importants, Amiens, Albert, ainsi que Saint-Quentin, évidemment. Et le 24e bataillon, pendant que fait rage la bataille de Villers-Bretonneux, où nous nous trouvons, lui, se retrouve avec la 2e division impliquée le long de la vallée de l'Ancre. Alors, 21 mars 1918, opération Michael, l'armée allemande lance une offensive massive, la première offensive de printemps de l'armée allemande. L'épicentre de cette offensive est la ville de Saint-Quentin, contre la 5e armée britannique qui se trouve devant Saint-Quentin. La 5e armée britannique est détruite, les Allemands déroulent et sont très très proches de pouvoir capturer Amiens, et finalement l'offensive va échouer en face de Villers-Bretonneux. C'est évidemment l'épisode ici de la bataille de Villers-Bretonneux. Pour remplacer la 5e armée britannique qui est partiellement détruite et qui laisse une brèche de plusieurs dizaines de kilomètres le long de la ligne de front, l'armée britannique va faire appel aux Canadiens, Néo-Zélandais et Australiens. Donc on va retrouver ici au sud de Villers-Bretonneux la première armée française, ensuite une division canadienne, de Villers-Bretonneux jusqu'à Albert, nous allons retrouver les Australiens, et ensuite d'Albert jusqu'à Bapaume, les Néo-Zélandais, avec de très nombreux régiments britanniques pour soutenir toutes ces troupes. Le 24e bataillon se trouve le long de la vallée de l'Ancre, et on voit qu'au mois de mai 1918, Austin va recevoir une citation pour son action lors de combats contre les troupes allemandes, donc le 18 mai 1918, si je me souviens bien.
une citation, Austin en fait va réussir à lancer des contre-attaques, à tenir sa ligne, à éviter la destruction d'un pont sur la rivière de l'Ancre, la destruction d'un pont par les Allemands. Nous sommes maintenant au mois de septembre. Entre-temps a eu lieu la bataille d'Amiens, le 8 août 1918, le début de la contre-attaque finale contre les forces, contre l'armée allemande. Le 8 août 1918, appelé le jour noir de l'armée allemande par le général Ludendorff lui-même, le commandant-chef de l'armée allemande, puisqu'en une seule journée, 12 000 soldats allemands sont faits prisonniers. Les Canadiens arrivent même à pénétrer en profondeur, d'environ 14 km dans les lignes allemandes. C'est très important, jour noir de l'armée allemande, parce que Ludendorff, ce jour-là, comprend que la guerre est finie pour l'Allemagne. L'Allemagne n'aura plus la possibilité de gagner cette guerre. Donc le nouvel objectif de Ludendorff va être de sauver l'armée allemande, parce qu'il est plus confortable de négocier un traité avec une armée que sans armée. Donc la stratégie de Ludendorff va donc être un combat d'arrière-garde avec différentes lignes de défense, n'ayant pas pour but de stopper armée britannique ou armée française ou armée américaine dans leur secteur, mais de les retenir suffisamment longtemps pour protéger la retraite du gros des troupes de l'armée allemande vers la Belgique. Nous avons une de ces lignes de défense qui se trouve à Péronne, à l'aide de Mont-Saint-Quentin, qui se trouve juste au-dessus, qui domine Péronne. Alors à l'époque, Mont-Saint-Quentin est un petit village, juste au nord de Péronne. Maintenant, fait partie évidemment est un quartier de Péronne. C'est une position de défense assez formidable, puisque c'est une hauteur, et à partir de Mont-Saint-Quentin et de la ville de Péronne, vous allez flanquer une partie de la route qui mène vers Bapaume, et surtout la vallée de la Somme. Pour les Australiens, la situation est assez compliquée pendant cette contre-attaque, puisque les Australiens sont inclus dans la 4e armée britannique, 4e armée Rawlinson. Maintenant, il s'agit d'un corps, et non plus de troupes impériales. Corps australien depuis mai 1918, avec à sa tête John Monash. C'est très important puisque ce corps d'armée maintenant va commencer véritablement à fonctionner comme une armée nationale, et va se retrouver en charge d'un secteur extrêmement important tout le long de la route qui mène vers Saint-Quentin, légèrement au sud, toute la partie nord, le long de la vallée de la Somme. Donc pour poursuivre l'armée allemande qui fait retraite. Stratégiquement, c'est très très compliqué, la vallée de la Somme très profonde, pour pouvoir réussir à faire traverser des troupes et le matériel. Les Allemands vont utiliser Péronne et Mont-Saint-Quentin comme un point fort, de façon à essayer de bloquer au maximum les Australiens. Il s'agit de la bataille de Mont-Saint-Quentin, qui sera capturée par les Australiens. Le 24e bataillon en fait partie, perdra 6 officiers et 107 sous-officiers et hommes du rang. Et ensuite, nous nous retrouvons en octobre 1918, lors de la bataille de Montbrouin. Alors pour comprendre le contexte de la bataille de Montbrouin, nous sommes donc le long de la ligne d'Hennecourt, le long du canal de Saint-Quentin. C'est un extrait de carte de tranchée britannique. On voit ici la ville de Saint-Quentin qui sera détruite à 70%, ville de Saint-Quentin qui inclut véritablement dans le système défensif allemand. Les lignes bleues sont des tranchées britanniques, de l'armée britannique. Les lignes rouges sont les tranchées des défenses allemandes, et vous pouvez apprécier la complexité du système de tranchées, du système de défense de l'armée allemande dans le secteur de Saint-Quentin. C'est comme ça au sud de Saint-Quentin, c'est comme ça au nord. Cette ligne d'Edinburgh s'étend du sud d'Arras jusqu'au sud de la Picardie. À l'époque, a été construite à partir de septembre 1916 jusqu'à mars 1917 par l'armée allemande, afin de réduire la ligne de front d'environ 80 km, afin de pouvoir permettre à l'armée allemande d'avoir une défense moins étirée, et surtout de nécessiter moins de divisions, moins de soldats pour défendre la ligne de front allemande. Donc toute la population civile a été évacuée au préalable, y compris la ville de Saint-Quentin. 40 000 civils évacués en 3 semaines, en février 1917, début 1917. La ville devient une forteresse. Le village de Montbrouin se trouve hors carte, un petit peu plus loin, mais pas très à courte distance de
Excusez-moi, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai Siri qui vient de se mettre en marche tout seul. Je l'éteins. Je ne vais rien demander. Hein. Chut. J'ai tout été important. Je suis désolé. Donc, le village de Montbrouin se trouve à proximité de Saint-Quentin, environ 20 minutes de route. C'est très très proche. Et vous allez retrouver la même complexité de tranchées, mais je voulais prendre cet extrait ici avec Saint-Quentin parce que la ville se trouve sur une hauteur et à partir de la ville, vous allez flanquer le sud et le nord de cette ligne de défense allemande qui est assez phénoménale avec un principe classique de ligne de défense pendant la Première Guerre mondiale de défense élastique, de défense en profondeur avec une première, deuxième et troisième ligne de défense. Donc, première ligne devant l'ennemi, deuxième ligne qui est la ligne de soutien et la troisième ligne qui est la ligne de réserve. La différence avec ce qu'on peut trouver, par exemple, le 1er juillet 1916, le long du canal de Saint-Quentin, c'est que les Allemands vont adjoindre une ligne extérieure de défense. Donc vous avez en fait 4 lignes de défense. Et au contraire du système de tranchées défensifs stratégiques allemands utilisé en 1916, qui consistait à avoir une première ligne de défense très élaborée et ensuite une deuxième ligne, une ligne de soutien un petit peu moins élaborée mais prête à être améliorée en cas d'offensive ennemie. Ici, les 3 lignes de défense ont quasiment presque le même niveau de sophistication. Et la présence de milliers d'abris bétonniers, de bunkers qui se trouvent partout à niveau de tranchées. Donc c'est un extraordinaire, formidable système de défense auquel l'armée britannique va être confrontée d'avril 1917 à mars 1918 et que cette armée britannique va juger comme étant imprenable. Tout comme l'armée française qui va se retrouver en face de Saint-Quentin va essayer de capturer les hauteurs de Gauchy ici avec deux moitiés de 2 divisions de l'armée française en avril 1917 vont subir 3000 pertes en une matinée avec des officiers français qui rentrent dans leur ligne en expliquant que pour la première fois, ils ont eu affaire à des postes de mitrailleuses allemandes protégés sous coupole d'acier. C'est pour essayer de se rendre compte un peu de l'aspect formidable du système défensif allemand avec des lignes de barbelés qui s'étendent jusqu'à 300 mètres de profondeur. Donc, 3 lignes classiques à capturer, mais en plus, une ligne extérieure qui se trouve juste en face. Et ça nous permet d'apprécier où se trouve le village de Montbrouin, donc juste derrière la 3e ligne de défense allemande, alors ainsi que le village de Beaurevoir. C'est important puisque le village de Beaurevoir est attaqué le même jour, 5 octobre 1918, que le village de Montbrouin. Pour quelles raisons ces 2 villages représentent un intérêt stratégique important pour les Allemands? En fait, ce sont 2 villages qui se trouvent sur des hauteurs, tout simplement. Et même si la ligne d'Hindenburg ici est capturée, le fait d'avoir de points forts allemands sur ces 2 hauteurs vont empêcher les troupes de la 4e armée britannique de continuer à avancer sur l'intérieur, puisqu'ils vont se retrouver flanqués par les positions allemandes se trouvant dans les 2 villes. C'est vraiment l'intérêt stratégique de Montbrouin et de Beaurevoir, et la raison pour laquelle ils vont être capturés. Fin septembre 1918, finalement, la 4e armée Rawlinson va se lancer à l'assaut de la ligne Hindenburg, jusqu'alors qui était jugée comme étant imprenable. La raison est la suivante. Devant la ville de Saint-Quentin se trouve la 1re armée française du général de Benay. Ici, devant la ligne Hindenburg, se trouve la 4e armée Rawlinson, avec juste au nord de Saint-Quentin, des régiments britanniques, et juste ici au nord de Bellambise, dans cette zone, le corps australien. Un corps australien, en fait, avec la 4e division australienne, qui depuis la bataille de Mont-Saint-Quentin, jusqu'à la ligne extérieure ici de défense allemande, a capturé, vous pouvez imaginer que tous les villages, les villes, la ville de Roisel, sont des postes de défense allemands qui ont été capturés progressivement, ici au sud de la route Saint-Quentin-Amiens par des régiments britanniques et au nord de la route par des bataillons australiens. Donc avec des niveaux de perte évidemment assez élevés. Cette offensive est décidée à la demande de l'armée française, du général de Benay. De Benay ne veut pas attaquer directement Saint-Quentin, puisque Saint-Quentin est vraiment jugé toujours imprenable, et ne veut pas se retrouver embourbé dans des combats de rue qui pourraient s'éterniser et causer des niveaux de perte extrêmement élevés. Il propose donc à Rawlinson
d'attaquer la ligne Hindenburg, de la capturer, ce qui va en fait ouvrir et exposer le flanc droit de l'armée allemande dans Saint-Quentin à la 4e armée britannique et forcer les Allemands à faire retraite de Saint-Quentin. Dans la stratégie militaire vraiment classique, vous avez une position qui est imprenable, vous allez développer une stratégie qui va transformer cette position en position intenable pour votre ennemi. C'est comme un jeu d'échecs. Le gros problème, à la fois pour les Français et pour la 4e armée Rolling Sword, c'est le manque d'effectifs. Nous avons des soldats qui combattent maintenant depuis début 1918, de nombreux combats. Certains régiments ont même subi l'offensive de printemps allemande. Ensuite, les Australiens combattent depuis Villers-Bretonneux et ont un gros problème de sous-effectifs. On va voir, c'est la raison pour laquelle nous avons trouvé les troupes du génie qui combattent en tant qu'infanterie pendant la bataille. Heureusement, pour les Français et les Britanniques ici, 2 divisions américaines se trouvent sous commandement français dans les Flandres belges. Et en fait, en juillet et août, sont impliqués pendant des combats autour du mont Kemmel, qui se trouve juste derrière Ypres. Et ces 2 divisions américaines vont être transférées sous commandement britannique, sous commandement de Rawlinson et sous commandement tactique direct de John Monash. La présence de ces 2 divisions américaines, même si elles sont inexpérimentées au niveau du combat, va permettre d'apporter des renforts et d'utiliser ces 2 divisions un peu comme fer de lance, soutenues par 2 divisions australiennes afin de lancer cette offensive contre la ligne Hindenburg qui commence le 29 septembre 1918, après une préparation les jours précédents visant à prendre tout ou partie de la ligne extérieure de défense allemande pour pouvoir fournir des lignes de départ confortables et sécurisées aux troupes. Donc nous avons retrouvé ici, au niveau du village de Bonny, la 27e division américaine, soutenue par la 3e division australienne, et au niveau de Bellicourt, la 30e division américaine, soutenue par la 5e division australienne, et au niveau de Bellenglise, la 40e division North Midland, dans le nord, une division britannique. 29 septembre 1918, l'offensive est lancée contre la ligne d'Hindenburg. Ça se passe très très bien du côté britannique, puisque Bellenglise est capturée. Alors on doit franchir le canal de Saint-Quentin, on va voir des photos pour se représenter un petit peu de ce que représente cette offensive. Le village de Loucourt également est capturé par les Britanniques, se trouvant sur la 2e ligne de défense allemande, avec un coût d'environ 800 pertes. Bataille de Bellenglise qui est considérée par l'armée britannique comme un succès extraordinaire, avec un niveau de perte aussi faible, parce que là on a affaire à la ligne Hindenburg qui est devenue mythique au sein de l'armée britannique du fait de son imprenabilité. Je ne sais pas si ce mot existe. Du côté de la 30e division américaine et de la 5e division australienne, ça se passe plutôt bien. Le village de Bellicourt est capturé. Les Australiens vont même passer par-dessus les troupes américaines pour aller prendre une partie de la 2e ligne de défense allemande aux alentours de Norrois. Par contre, ça se passe un petit peu plus mal pour la 27e division américaine, soutenue par la 3e division australienne, pour la simple bonne raison que la ligne extérieure allemande n'avait pas été capturée les jours précédents lors de la préparation de l'offensive. Donc ces divisions américaines et troupes australiennes vont être obligées en fait de mener 2 batailles en une, à la fois capturer la ligne extérieure et essayer de capturer la première ligne allemande. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Seule la ligne extérieure est capturée, la 2e ligne le sera le lendemain avec des renforts qui viennent du sud. Mais la bataille pour la ligne Hindenburg est engagée. Dans la nuit du 29 septembre au 30 septembre 1918, l'armée allemande va faire retraite de Saint-Quentin pour se réfugier sur les hauteurs de Rouvroy, se trouvant au sud-est de Saint-Quentin. L'armée française va pénétrer dans une ville dévastée où tout a été pillé, il ne reste plus un morceau de métal, pas une poignée de porte, tout a été pillé, emporté par les soldats allemands. Lorsque les soldats français vont essayer au sud-est de Saint-Quentin de traverser le canal que l'on voit ici, ils vont se retrouver sous le feu des positions allemandes se trouvant sur les hauteurs de Rouvroy. Donc les Français vont adopter la même stratégie que précédemment, vont décider d'attendre la capture définitive ici de la ligne Hindenburg le long du canal de Saint-Quentin, afin que l'armée allemande évacue le secteur définitivement. Dans les jours qui vont suivre, la 2e ligne de défense allemande va être définitivement capturée, la 3e ligne de défense allemande,
également, et on va se retrouver le 3 octobre 1918 avec la capture définitive du village de Joncourt et des troupes britanniques du régiment des Sherwood Foresters, donc des forestiers de Sherwood, qui vont capturer Maricourt et qui vont même réussir à capturer le village de Montbrouin. Mais malheureusement, comme ils ont subi déjà beaucoup de pertes avec la capture du village qui se trouve en face de Montbrouin, ils ne vont pas pouvoir résister aux contre-attaques allemandes, vont être obligés de se retirer dans le village de Maricourt. Le même jour, le général Rawlinson, le commandant en chef de la 4e armée britannique, va demander au général John Monash de planifier une attaque pour capturer le village de Montbrouin, puisque cette position empêche les troupes de continuer à progresser vers l'est et à poursuivre l'armée allemande en fuite vers la Belgique. Exactement la même situation avec le village de Beaurevoir, qui se trouve lui aussi sur une hauteur. Il sera attaqué par des troupes britanniques soutenues par des troupes australiennes le 5 octobre 1918. Le temps de préparer, de planifier, etc. L'attaque est prévue pour être lancée le 5 octobre 1918. Alors donc, j'ai sélectionné ces deux photos qui sont très intéressantes. Ici, nous voyons le canal de Saint-Quentin, donc qui représente une tranchée profonde, donc évidemment exploitée par les Allemands, parce que j'aime toujours dire que ce n'est pas par hasard que vous allez retrouver une ligne de défense quelque part. Il y a toujours de bonnes raisons. Évidemment, vous allez exploiter la topographie des lieux. Lorsque les Allemands, en 1916, pendant la bataille de la Somme, décident de construire la ligne Hindenburg, de se replier, vont choisir entre autres ce secteur en raison de la présence du canal qui représente un obstacle naturel très important, et également, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici se trouve l'entrée d'un tunnel souterrain sur plus de 5 km. Le canal se trouve dans un tunnel souterrain 30 mètres sous terre, dans lequel vous pouvez protéger des milliers de soldats prêts à accueillir une éventuelle attaque, une éventuelle offensive. Le village que nous voyons, alors je ne sais pas si vous voyez bien, en fait il n'y a plus de village puisqu'il est détruit depuis longtemps, c'est le village de Bellicourt. Donc on a une forteresse, un souterrain allemande ici en attente d'une attaque des Alliés. Ici nous voyons des soldats britanniques le long du canal, et on voit que des pontons évidemment ont été fabriqués par les troupes du génie pour aider à traverser le canal. Les arbres ont disparu évidemment, il n'y a plus de bâtiments puisque tout est déjà détruit depuis 1916. Et sur cette photo-là, nous pouvons voir des soldats australiens avec des tanks Mark V qui sont tanks britanniques qui sont juste derrière eux. Alors je crois qu'il y a un ou deux officiers américains également qui se promènent un petit peu dans les environs, sont en train de progresser donc dans les tranchées allemandes. On voit un peu du barbelé allemand un petit peu partout. Ça c'est pour essayer de se rendre compte ce qu'est l'offensive, cette photo ayant été prise pendant l'offensive. Donc, on revient sur notre carte générale. Toute la ligne Hindenburg est occupée, toute non, sauf deux villages qui résistent encore et toujours, Beaurevoir et Montbrouin, et qui nécessitent d'être capturés afin de pouvoir définitivement expulser l'armée allemande du secteur. C'est une photo que j'avais rajoutée rapidement ce matin, c'était intéressant. Vous voyez le roi George V sur le pont de Belle-Anglise, juste au-dessus du canal. La symbolique de la capture de Belle-Anglise avec un taux de perte aussi faible pour l'armée britannique. Tous les généraux britanniques vont vouloir visiter ce champ de bataille, y compris le roi George V pendant son pèlerinage, lors de son pèlerinage pendant les années 20. Cette photo aérienne est très très intéressante également pour essayer aussi de visualiser la position de Montbrouin, de Beaurevoir. Vous avez ici le village de Bellicourt, donc, qui se trouve le long de la première ligne de défense allemande. Ici, nous voyons le canal de Saint-Quentin, l'entrée du tunnel de Rigval, donc, qui traverse Bellicourt, ensuite pour partir vers Ligny, sortir aux alentours du Catelet, un peu plus de 5 km de long. Ici, avec le village de Norrois, vous voyez où se situe plus ou moins la deuxième ligne de défense allemande, et ensuite Estrée, Villancourt, Joncourt, la troisième ligne de défense allemande. Ici, nous voyons le village de Ramicourt, qui est capturé le 3 octobre 1918 par les Sherwood Foresters, et le village de Montbrouin, qui se trouve juste derrière. Les choses sont faites à la suite.
On ne voit pas Beaurevoir, Beaurevoir se trouve juste ici, mais se trouve également comme Montbrun sur une hauteur. Quelques cartes postales du village avant la guerre. Je remercie Nicolas de les avoir fournies, c'est très très précieux. Notamment voir la population et le village avant les destructions qui vont suivre. Et surtout, de parler des civils, c'est très important parce que les troupes australiennes, lors de cette bataille, vont se retrouver dans une situation inédite dans cette guerre, en raison de la présence de civils dans le village pendant la bataille. Les civils, la population du village se trouve toujours... Tous les villages qui se trouvent le long des 3 lignes de défense allemandes sont évacués depuis très longtemps, depuis 1916, et les villages détruits, mais le village de Beaurevoir et de Montbrun se trouve juste derrière ce système défensif allemand. Et lorsque la situation n'est pas trop mauvaise, qu'il n'y a pas d'offensive majeure, c'est comme à Pozières en 1916, la population civile est toujours là, vit dans le village sous occupation allemande. La grande différence, 1916, bataille de la Somme, quand la préparation d'artillerie commence le 26 juin 1916, les Allemands savent qu'une offensive majeure va arriver, tous les civils sont immédiatement évacués par l'armée allemande. Là, nous sommes dans une situation où l'armée allemande est en train de faire retraite, essaye de s'enfuir le plus vite possible vers la Belgique, on essaye de sauver les pots cassés. Là, les civils, on ne va pas s'encombrer avec eux, à part avec Montbrun, dont la population civile va payer un prix très très fort pendant la guerre, puisque si vous allez au monument aux morts de Montbrun, vous avez évidemment la liste de tous les fils de Montbrun qui sont morts dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Également, vous allez découvrir une liste de 30 noms de civils, de 30 personnes considérées comme étant des victimes civiles. C'est énorme en Première Guerre mondiale d'avoir autant de victimes civiles que cela. La raison en est que les Allemands vont forcer une partie de la population de Montbrun de les suivre pendant leur retraite vers la Belgique en marche forcée. Et de nombreux civils vont mourir pendant cette retraite. Certains vont même être bombardés par les Alliés qui ne savent pas que des civils sont là, car les Allemands les utilisent un peu comme bouclier humain, et pour certaines personnes vont mourir d'épuisement pendant la retraite. Sur cette photo-là, on peut voir l'église de Montbrun avant la bataille. De nouveau, une autre photo, la vie du village. Et elle ne veut pas apparaître, elle viendra peut-être après, c'est une erreur technique, mais j'avais mis une photo, j'espère vous la montrer, de l'état de l'église après la bataille. C'est une carte de tranchée britannique de nouveau. Nous voyons le village, le nord évidemment est toujours vers le haut. Le village de Ramicourt, vous voyez, c'est inscrit ici, se trouve ici. Donc c'est un village qui n'est pas très important. En termes de taille, je veux dire, bien évidemment, vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de réseaux de tranchées allemandes par-ci par-là, qui peuvent servir un peu pour les Allemands. Les Allemands vont creuser énormément de tranchées dans tout le village, mais des tranchées, on le verra sur des photographies, des tranchées qui sont très peu profondes afin de défendre le village, et surtout, les Allemands vont utiliser principalement cette arme-là pour le défendre. Alors, ça ne concerne pas que Montbrun, ça concerne vraiment la stratégie principale d'arrière-garde de l'armée allemande. C'est une mitrailleuse qui, à l'origine, est une mitrailleuse lourde, mais qui va être transformée par les Allemands en mitrailleuse dite légère, mais qui est toujours extrêmement imposante. Il s'agit de la MG 0815, donc c'est la version légère en fait de la mitrailleuse allemande. Pour quelles raisons les Allemands vont utiliser des dizaines de ces armes pour la défense du village? Parce que c'est une arme qui est extrêmement précise et qui est très mortelle. 400 coups par minute, avec la possibilité de tirer jusqu'à 2 km de distance, et qui est extrêmement précise. Quasiment tous les soldats allemands qui défendent le village vont utiliser cette arme-là, et on va voir que les Australiens vont en capturer des dizaines. L'ordre de bataille, ce jour-là, 5 octobre 1918, nous retrouvons le 24e bataillon de l'infanterie australienne, évidemment. Également le 21e bataillon, toujours 2e division maintenant.
Je parlais du problème pour la 4e armée Rawlinson de problème d'effectifs. Hein. Il faut savoir que pour un bataillon australien, la moyenne par bataillon est entre 1000 et 1200 hommes. Auquel, bon, en cas de guerre, vous devez enlever environ 10%, évidemment, des soldats qui sont en permission, blessés, hein, ou qui ne peuvent pas combattre pour diverses raisons. Un bataillon australien, en 1918, va se retrouver avec une moyenne entre 400 et 600 hommes. Hein, donc un problème de sous-effectif chronique que les Australiens vont combler en fait en faisant appel à une compagnie alors de pioneers. Donc ce sont des troupes du génie en fait. Hein. Mais ces troupes du génie évidemment sont armées. Ces troupes du génie ont reçu un entraînement d'infanterie hein, évidemment et vont donc être utilisées comme infanterie pendant la bataille. Et également, une compagnie de mitrailleuses est affectée à la fois aux pioneers et aux 2 bataillons australiens. L'artillerie en soutien, évidemment, 12 tanks hein, sont affectés également pour attaquer le village. L'ordre de bataille allemand, d'après ce que l'on en sait, est présent. Alors, ce ne sont pas les divisions entières hein, qui sont là, évidemment, sinon, ce n'est pas avec quelques centaines de soldats que vous pourriez prendre le village. Mais nous savons qu'il y a la présence de la 241e division saxonne, 24e division saxonne également. Les forces en présence allemande hein, sont assez imposantes. Une carte moderne, pratique, je pensais utiliser la carte de tranchée pour voir un petit peu le déroulé de la bataille, mais carte moderne est quand même un peu plus claire. La bataille va se dérouler principalement en 3 phases. La première phase étant une première progression des troupes australiennes, qui vont réussir à prendre quasiment l'intégralité du village. Une deuxième phase pendant laquelle les Allemands vont contre-attaquer, vont forcer les Australiens à faire retraite au sud-ouest du village. Et la troisième phase de la bataille, la dernière contre-attaque finale de la part des Australiens qui va définitivement capturer le village. Alors on a des positions qui sont importantes. Ici, vous avez des carrières qui se trouvent dans le village. Vous en avez une autre qui se trouve ici. Neville Cross est en fait la ligne de chemin de fer qui se trouve dans un chemin encaissé, dans un talus. Vous avez la position ici de la gare et également une position sur les cartes britanniques qui est appelée Doon Mill, qui est une hauteur hein, juste qui surplombe un peu le village et dans lequel les Allemands ont caché des unités d'artillerie. Le cimetière également du village va être important puisque des canons de campagne allemands de 77 mm également sont dissimulés dans le village. La progression vers le village pour les troupes est rendue assez compliquée puisqu'ils sont obligés pendant la nuit d'utiliser les hauteurs hein, qui se trouvent devant le village, car les Allemands utilisent massivement la chlorine, hein, des obus à gaz de chlore, et ce gaz étant plus lourd que l'air va se concentrer dans les vallées, ce qui va rendre la progression des troupes assez compliquée pendant la nuit, puisque comme toutes les batailles, elle va commencer à l'aube, hein, vers aux alentours de 6 h du matin. Donc on a ici principalement, ce ne sont pas les seuls officiers évidemment qui sont impliqués, hein, mais j'ai mis les noms des officiers principalement qui sont impliqués pendant les combats. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper et je vais essayer de vous faire des dessins. Si jamais vous ne comprenez rien, parce qu'il y a des lignes et des flèches dans tous les sens, n'hésitez pas à me le dire, surtout. Ce qui est important, c'est de savoir que Mahoney et Fletcher hein, sont présents, capitaine, à la tête de leur compagnie. On se rend compte que le nord du village, le flanc gauche de l'attaque, va être la partie dont va s'occuper le 24e bataillon, que le sud du village, le flanc droit, va se trouver occupé par le 21e bataillon, et que le régiment de troupes du génie, bon, je vais les appeler plus communément les pionniers, hein, ça sera plus pratique, eux vont progresser avec le 21e bataillon au niveau du sud du village. Les défenses allemandes alors, se trouvent un petit peu partout, moins à l'intérieur du village, mais plus sur les extérieurs du village, et
sont constitués de postes de mitrailleuses, hein, comme je l'ai dit précédemment, absolument partout, et notamment dans les caves et les maisons de Montbrevin. Barrage d'artillerie est organisé par l'artillerie australienne, utilise la technique donc du barrage roulant, hein, pour progresser vers le village, suivi par l'infanterie. Une fois encore, les civils sont toujours présents dans le village. Est-ce que les Australiens le savent ou pas? Je n'en ai aucune idée. On n'a rien trouvé à ce sujet-là. On sait juste en lisant l'histoire de Charles Milne et les journaux de marche des bataillons impliqués qu'ils rencontrent des civils, hein, pendant les combats. Mais il n'est fait aucune mention de la connaissance de la présence de civils avant les combats. Donc ça, c'est important parce que c'est quelque chose d'absolument inédit. Je n'ai pas de connaissance de 1916 à 1918 de combats ayant impliqué la capture d'une position, d'un village dans lequel se trouvaient toujours des civils. Ça change les choses parce que la présence de civils rend moins aisé le fait de pouvoir combattre. Donc les civils sont toujours dans le village et sont cachés dans les caves. Le barrage roulant à 6h05 est organisé étrangement sur le flanc droit du village. Le barrage est un petit peu plus léger, c'est assez étonnant. Et en fait, plus tard, on va se rendre compte que l'artillerie est en retard et en fait va prendre pour cible des éléments du 21e bataillon lorsqu'ils sont en train de progresser, leur causant un certain nombre de pertes ennemies. Principalement, vous avez sur cette zone du village, ici, un lieutenant Hardwick, qui lui va rester sur l'arrière plus ou moins pour organiser les réserves. Évidemment, vous avez quelques bataillons qui sont en réserve, qui sont prévus à soutenir les bataillons qui sont lancés en fer de lance. Lorsque les Pioneers ont commencé à pénétrer dans cette zone-là, ainsi que les troupes du 21e bataillon, vont se retrouver sous des tirs allemands de mitrailleuses qui viennent de cette zone-là, et notamment d'une série de carrières qui se trouve ici au sud-ouest du village. La plupart des Allemands qui sont dans ces carrières vont se rendre sans trop de résistance lors de l'avancée des Australiens. Ensuite, lorsque les troupes vont continuer à progresser, hein, ici sur le village, vont se retrouver de nouveau sous des tirs croisés qui proviennent à la fois du village et à la fois ici de l'extérieur du village. Un événement très important va se dérouler juste au début de la bataille, il va peut-être être vraiment décisif. Je ne sais pas si vous le savez, mais le général Patton aimait déclarer que lorsque vous avez préparé un plan de bataille, tout ce qui peut mal se passer va se passer mal pendant la bataille. Ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. On se rend compte que la plupart du temps, effectivement, tout ce qui peut mal se passer se passe mal et que les troupes n'ont pas de chance. Parfois, par contre, ça peut se retourner contre votre ennemi et vous pouvez avoir comme ça la chance d'avoir un événement qui va peut-être fondamentalement changer le déroulé de la bataille. Il s'agit du lieutenant Wilkinson, donc, qui se trouve lui juste sur le flanc droit, alors que les pionniers ici ont des difficultés ensuite à continuer à progresser puisqu'ils sont de nouveau sous le feu de mitrailleuses allemandes. Wilkinson, je ne sais pas s'il va avoir le faire ou quoi, mais enfin il fait son travail d'officier puisqu'il va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et donc avec l'aide de l'un de ses hommes, va contourner les carrières pour ensuite, hein, en rampant, remonter vers la ligne de chemin de fer. Et à cet endroit-là, Wilkinson va être stupéfait de découvrir une ligne de dizaines de mitrailleuses allemandes avec des soldats, des servants en train d'attendre l'avancée des troupes australiennes, et donc ligne de mitrailleuses qui flanque complètement le village. Wilkinson va demander à son soldat d'aller chercher 2 équipes de mitrailleurs qui vont arriver avec leur Lewis gun, donc ce sont des mitrailleuses, vous savez, les fameuses mitrailleuses avec le camembert, enfin le magazine, donc le chargeur en forme de camembert qui se trouve juste au-dessus. Les Allemands ne les ont pas repérés, les 2 mitrailleurs vont s'installer et ouvrir le feu, alors tir de flanc, hein, sur les troupes allemandes se trouvant sur cette zone-là, et vont les décimer. Hein, donc, les soldats allemands vont être tués, blessés, les autres Allemands vont être mis en déroute et vont s'enfuir, et de nombreuses mitrailleuses allemandes vont être capturées. Je consulte mes notes pour éviter de vous raconter des bêtises.
Voilà, ce sont plus d'une vingtaine de mitrailleuses allemandes qui sont mises hors de combat ici. Vous imaginez les dégâts qui auraient pu être causés par ces mitrailleuses si elles n'avaient pas été détectées et si les Australiens avaient continué à progresser dans le village puisqu'ils étaient complètement flanqués donc par cette ligne de défense allemande qui se trouvait ici le long de la ligne de chemin de fer. C'est très très important puisque c'est un événement qui va probablement influer énormément sur le reste de la bataille. Ça va permettre à la plupart des troupes du 21e bataillon de réussir à progresser dans le village et notamment à faire un petit détour par la gare qui se trouve ici. C'est intéressant de savoir que les Australiens vont être tout de suite très intéressés de découvrir beaucoup de barils de bière qui se trouvent ici. C'est pas moi qui le dis, c'est Charles qui le dit. Et c'est à cet endroit-là que les Australiens vont commencer à rencontrer le premier civil. Une vingtaine de femmes et d'enfants vont surgir des caves et vont venir congratuler les soldats australiens. Et Australiens soldats qui auront du mal à se dépaître de ces civils. Vous imaginez, les civils pensent, ça y est, ils sont libérés, 4 ans d'occupation absolument épouvantable. Vous n'avez pas envie de laisser partir votre libérateur, vous voulez lui faire quelques baisers, le remercier. Donc, les combats ont toujours lieu, la bataille est loin d'être finie, on est juste au début de la bataille. Et ces soldats australiens vont avoir du mal à se dépêtrer de ces civils, vont leur demander de nouveau aller se protéger dans les caves du village. Les Australiens reviendront un petit peu plus tard, je pense qu'ils sont toujours très intéressés par les fûts de bière qui se trouvent là, et les mêmes personnes vont réapparaître pour leur offrir du lait et du café. Bon, c'est important de savoir que ici, donc, le 21e bataillon va avoir la possibilité même de poursuivre jusque sur la zone de zone 1000. Alors ici, c'est un petit peu plus compliqué puisque les Allemands ont quand même des canons de campagne. Une anecdote assez incroyable concernant les troupes allemandes dans ce secteur de 1000. Alors c'est un endroit qui s'appelle l'Arbre-Haut, à côté de Montbrouin. Un officier allemand commande ses troupes sur un cheval. Sabre au clair, en essayant de relancer encore et encore ces soldats contre les troupes, contre les Australiens. Du côté du 24e bataillon, la situation est beaucoup plus compliquée. En fait, vous avez une autre ligne de chemin de fer qui se trouve ici, dans laquelle les Allemands sont embusqués, également dans un tas de bosquets et de talus qui se trouvent dans cette zone-là. Vous avez de plus des Allemands qui sont en position dans le cimetière, des canons de 77 mm, ont une progression qui est beaucoup plus compliquée, et notamment dans ce secteur ici, où des Australiens vont se retrouver véritablement cloués sur place, à se protéger derrière des talus. Le moindre soldat essayant de bouger va se faire tirer dessus. Les pertes commencent à être élevées, et notamment les Australiens commencent à perdre beaucoup d'officiers. Fletcher, notamment, lui, se retrouve cloué ici, juste en face d'une place qui s'appelle l'Espagne. Il faut faire attention parce que les Britanniques ont mis l'Espagne ici, mais en fait ils sont trompés de place. L'Espagne se trouve là. Se trouve une carrière également ici, juste derrière une maison. On verra plus tard, les Australiens vont découvrir que cette carrière, évidemment, est occupée par de très nombreux Allemands. À cause des tirs qui proviennent de cette carrière, Fletcher, lui, est cloué sur place, ne peut pas progresser. Mahony, lui, par contre, va réussir à progresser dans le village avec sa compagnie. Une partie de ses troupes vont faire mouvement vers le cimetière, et Mahony va réussir à pénétrer assez profondément dans le village, dans ce secteur, dans cette zone-là. C'est malheureusement là qu'il va être mortellement blessé, puisque il va essayer d'observer, d'avoir une bonne idée de la position des troupes allemandes. On va s'exposer afin d'avoir une bonne vision de la situation, et va recevoir une balle de mitrailleuse dans la tête. Mais il n'est pas tué tout de suite, il va mourir de ses blessures quelques jours plus tard. En fait, il va mourir le 9 octobre 1918. Du côté d'Harry Fletcher, la situation est guère meilleure. Ils sont toujours cloués sur place par ces postes de mitrailleuses un peu partout. Et c'est là que va apparaître George Ingram, qui a rejoint le bataillon, on le sait, depuis plusieurs mois, qui est a déjà été décoré de la médaille militaire.
qui a été promu lieutenant il y a peu de temps. Et en fait, les tanks vont finir progressivement par arriver au niveau du village. Les tanks mettent énormément de temps pour venir, tout comme l'infanterie, ont beaucoup de mal à progresser dans les vallées remplies de gaz. Les tanks sont lents, se perdent facilement, c'est une arme qui est très compliquée de manier, et un tank va être aperçu, je sais pas, est-ce que c'est toujours assez clair au niveau de la carte, parce que je commence à faire des lignes un petit peu partout, il faut que je fasse attention. Donc un tank va être aperçu quelque part provenant du sud du village, donc un peu perdu, et Ingram et ses hommes vont attirer le tank en mettant leur casque sur leur fusil et en agitant leur casque avec le fusil pour attirer le tank, afin de permettre de distraire les Allemands, et parce que bon, voilà, un tank quand même assez efficace pour détruire des postes de mitrailleuses allemandes. Au moment où le tank va commencer à progresser, va passer devant eux, dans cette zone-là, Georges va charger une position allemande, va mettre les soldats en déroute et va capturer de nombreuses mitrailleuses. Il commence déjà à gagner sa Victoria Cross. Du côté d'Harry Fletcher, la situation est toujours très critique. Ils vont se retrouver directement sous le feu de ces canons de campagne de 77 mm allemands qui se trouvent dans le cimetière. Et en fait, peut-être le problème vient de la présence du tank qui va progresser jusqu'à la carrière. Lorsqu'un tank apparaît sur le champ de bataille, immédiatement, toute la puissance de feu allemande va se concentrer sur ce tank. Et c'est une l'expérience que l'infanterie va avoir pendant la Première Guerre mondiale, qui est d'éviter au maximum de se trouver à proximité d'un tank, pour cette raison, parce que tout ce qui est obus, mitrailleuses, etc., du côté de l'armée allemande, va s'abattre tout de suite sur le tank. Donc la zone du tank va devenir extrêmement dangereuse. Bon, en ce qui concerne Harry et ses hommes, ils n'ont pas tellement de choix, ils ne peuvent pas bouger, et malheureusement, Harry est tué par un obus qui essaye de viser le tank. Donc Harry, lui, est tué directement ce jour-là, le 5 octobre 1918. George Ingram, qui n'est pas très loin également, avec des hommes qu'il a récupérés au passage, va charger la carrière où se trouvent les Allemands, les mettre en déroute, et une fois de plus capturer. Je crois que ce sont 40 mitrailleuses allemandes qui sont capturées dans la carrière. Vous imaginez le nombre et le flot de feu qui s'abat sur les troupes qui essayent de les attaquer. C'est vraiment problématique ici. Les Australiens qui sont cloués sur place ne peuvent pas progresser, car à chaque fois qu'un homme essaie de bouger, immédiatement il est pris pour cible par des troupes allemandes. La menace allemande ici est éliminée. Malgré tout, des tirs continuent à provenir. Alors, on ne sait pas exactement d'où, mais bon, on parle du coin nord-ouest du village, donc c'est probablement par ici. Des tirs de mitrailleuses continuent à provenir d'une maison, empêchant les troupes de progresser. George Ingram va revenir, va s'infiltrer au niveau des maisons et va découvrir que les tirs de mitrailleuses proviennent du soupirail d'une cave. S'approcher de ce soupirail, va tirer au travers pour tuer le servant de la mitrailleuse, va se rendre compte que des soldats allemands sont en train de s'enfuir par la fenêtre arrière de la maison, va se précipiter à l'intérieur de la maison, se précipiter dans la cave et va faire prisonnier une trentaine de soldats allemands. Bon voilà, Georges a définitivement gagné et mérité sa Victoria Cross ce jour-là. On arrive aux alentours de 9h du matin et on va atteindre là peut-être un peu un point de rupture pour les Australiens, puisque les combats quand même sont très intenses, durent depuis 6h30 du matin. De très nombreux officiers ont été tués ou blessés, certaines compagnies n'ont plus d'officiers. De nombreux soldats ont été tués et blessés, et les munitions vont commencer à manquer. On a toujours comme ça un ventre mou un peu dans des combats, dans une bataille, où après un élan, vous allez perdre un peu le momentum, et la situation va devenir beaucoup plus problématique, beaucoup plus compliquée. C'est à ce moment-là que les Allemands vont contre-attaquer. Principalement avec les tirs d'artillerie allemande qui proviennent
donc d'Unmil, ici, hein, donc de l'Arbre Haut, et qui vont notamment prendre en enfilade progressivement les hommes du 24e qui progressent ici, qui ont réussi péniblement à éliminer les troupes allemandes cachées dans les talus et les bosquets. Les troupes allemandes vont contre-attaquer ici, vont venir de Brancourt, et également au nord du village. Les Australiens se trouvent plus ou moins dans cette partie, plus ou moins aux abords du village, commence à manquer de munitions. C'est à ce moment-là que les officiers australiens vont se concerter et tomber d'accord sur le fait que la situation n'est plus tenable et qu'il convient de faire retraite. Donc, ils vont faire retraite dans cette zone ici où se trouvent les carrières, qui offrent de bonnes protections. Aux alentours de 10 h du matin, les Australiens vont recevoir quelques renforts et vont recevoir l'ordre de contre-attaquer pour repousser les Allemands. Vous avez des messages, par exemple, qui proviennent de l'intérieur du village d'officiers australiens qui leur disent les Huns sont dans le village, je vais tâcher de les retenir le plus longtemps possible. Donc voilà, on a vraiment une situation là qui peut basculer. Malgré tout, les Australiens vont être en mesure de contre-attaquer en partant de nouveau des carrières, également du nord ici, du village. Dans cette zone-là, les Allemands vont être mis en déroute et pendant 2 heures, en fait, chaque soldat allemand qui essaiera de bouger va être pris pour cible par les Australiens. Charles Bean parle d'une sniping party. Alors, je ne sais pas, pour traduire ça exactement en français, on pourrait parler d'une partie de chasse ou d'un tir au pigeon. Je ne sais pas si la traduction serait correcte, afin d'éliminer toute résistance. Pendant 2 heures, au bout de 2 heures, plus rien ne bouge, plus personne ne bouge. Les Australiens de nouveau progressent à l'intérieur du village, vont reprendre, expulser les troupes allemandes qui étaient de retour dans le cimetière. Et aux alentours de 5 h de l'après-midi, Doonmill va être bombardé massivement par l'artillerie australienne, ce qui va éliminer définitivement cette menace. Les Allemands vont être repoussés. Et en fait, cette forme du village que l'on peut voir sur l'écran correspond plus ou moins aux lignes et positions qui vont être tenues par les Australiens à la fin des combats. Comme on peut le constater sur cette carte. Alors, c'est un agrandissement, je suis désolé, c'est assez flou, mais ici se trouve le village de Ramicourt. On reconnaît la forme du village. Ici se trouve Doonmill, la route qui vient de Brancourt-le-Grand. Et vous voyez ici, tout le long, autour du village, la ligne qui est mise en place par les Australiens et notamment les différents postes de défense qui sont mis en place par les Australiens. Vers 5 h de l'après-midi, l'affaire semble entendue. On va retrouver un officier australien, le lieutenant Hardwick, qui se trouvait un peu sur l'arrière et qui a très efficacement organisé les contre-attaques et la collecte de soldats un peu perdus et des renforts qui arrivent et qui vont permettre de reprendre le village. Hardwick a une réunion avec des officiers américains du 118e régiment d'infanterie américaine, 30e division américaine, le long de la ligne de chemin de fer, afin de leur exposer ces cartes et de leur montrer où se trouvent les positions australiennes, probablement une carte similaire à celle-là. C'est à ce moment-là précisément que les Allemands vont lancer un bombardement le long de la lisière du village. C'est assez intelligent puisqu'ils se doutent que les positions australiennes se trouvent dans cette zone-là. Et malheureusement, un obus va tuer le lieutenant Hardwick ainsi qu'un officier américain le long du talus de chemin de fer. Ce seront les 2 dernières victimes de la bataille de Montbois. Quelques heures plus tard, les Australiens sont immédiatement relevés par des soldats américains de la 30e division américaine. John Monash décide, à la fin de cette bataille, de cette journée, de retirer l'infanterie australienne définitivement de la ligne de front.
les troupes australiennes vont partir vers Abbeville, ensuite embarquer pour l'Angleterre, et ensuite vont commencer à être rapatriés à la maison. C'est le même chemin qui va être suivi par John Monash, on va passer par Abbeville, et ensuite à Londres, va envoyer un message à Billy Hughes, le Premier ministre australien, qui depuis le mois d'août lui demande de retirer l'infanterie australienne de la ligne de front, pour lui signifier que cela est fait. Les Australiens sont toujours impliqués, malgré tout, jusqu'au jour de l'armistice, avec la 4e armée Rawlinson. Il s'agira principalement donc, des troupes du génie et de l'artillerie australienne qui, elle, continuera à combattre avec la 4e armée Rawlinson. Mais les Australiens sont relevés par les Américains, et les troupes américaines vont capturer les villages qui suivent, comme le village de Grandcourt-le-Grand, le village de Prémont, seront capturés dans les jours qui suivent très rapidement par la 30e division américaine. J'ai quelques photos, voilà, on peut trouver à l'Australian War Memorial quelques photos du village. Vous voyez, celle-ci est très intéressante, ça nous donne un exemple des tranchées et des talus qui sont utilisés par les Allemands lors de la défense du village. Celle-ci, on voit, alors là pour le coup, ça n'est pas une mitrailleuse légère, c'est une MG08 standard. Vous voyez ici également, là on retrouve cette MG0815, la version dite légère des mitrailleuses allemandes. Sur cette photo-là, c'est intéressant, on voit qu'un trou a été fait volontairement dans le mur de cette maison, probablement pour servir de poste de mitrailleuse également. Sur cette photo-là, on peut voir dans les jours qui suivent un embouteillage le long de la rue principale du village. Alors pour avoir une idée, ici se trouve actuellement le monument aux morts. Et il s'agit de la avenue, Charles de Gaulle, avenue ou rue ? Rue. De la rue Charles de Gaulle, qui à l'époque s'appelait la Grande Rue. Bon, ça, j'ai encore quelques restes. Donc c'est une photo américaine, on se rend compte, voilà, le niveau de ravitaillement des armées françaises, britanniques et américaines. Excusez-moi, je me suis trompé de sens. Voilà, vous avez également une autre photo, même endroit, où vous voyez de nouveau des troupes américaines. Alors, ces deux photos sont intéressantes puisqu'elles nous permettent de voir quel est le niveau de dommages et de destruction dans le village. Là aussi, 30 victimes civiles dans le village de Montbrouin, donc a priori des civils qui ont été emmenés de force en marche forcée vers la Belgique par les Allemands. Il n'y a absolument pas d'informations comme quoi des victimes civiles auraient été à déplorer pendant les combats. Apparemment, les civils ont trouvé protection dans les caves et n'ont pas subi de pertes entre guillemets pendant la bataille. Et une dernière photo, celle-ci est intéressante également. Il s'agit de l'église de Montbrouin. On se rappelle de la photo juste avant la bataille et on voit quel état est l'église. Une nouvelle église, évidemment, est reconstruite. Reconstruction, on est dans une zone rouge après la guerre. Dernière bataille des Australiens. Malheureusement, Captain Mahoney va décéder de ses blessures le 9 octobre 1918. C'est très très triste. Bon, ils sont morts, déjà c'est terrible, mais bon, ce sont deux amis. Et en fait, Capitaine Fletcher, lui, est enterré dans le cimetière du Calvaire, qui est un cimetière de l'armée britannique qui se trouve dans Montbrouin, juste à côté du cimetière communal. Et son meilleur ami n'est pas enterré avec lui, il est enterré au cimetière de Tincourt, qui se trouve entre Péronne et Montbrouin, Tincourt qui était le lieu d'un des principaux hôpitaux de campagne de l'armée britannique pendant toute cette campagne, et dans lequel on trouve un cimetière qui est principalement un cimetière d'hôpital. Donc Mahoney est enterré à Tincourt, n'est pas enterré avec son ami parce qu'il est mort quelques jours plus tard. Et vous savez que la règle de l'armée britannique était d'enterrer un soldat là où il était tué, là où il était tombé, ou le plus proche possible de là où il était tombé. En ce qui concerne George Ingram, évidemment, il est cité, il va recevoir sa Victoria Cross des mains du roi George V lui-même pour ses actes de bravoure pendant la bataille. Je crois qu'on a vu qu'il l'a amplement mérité. George Ingram est rendu à la vie civile
après la guerre évidemment, mais va servir de nouveau dans l'armée australienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, les liens entre le village de Montbrevard et l'Australie, évidemment le centenaire a été célébré par tout le village et par les Australiens le 5 octobre 2018. Vous avez quelques photos ici des cérémonies qui ont lieu, puisqu'il ne s'agissait pas que d'une seule cérémonie, c'est vraiment une journée de célébration. Première cérémonie au monument aux morts, ensuite une plaque qui a été dévoilée à la mairie et une cérémonie dans le cimetière du Calvaire. Vous pouvez noter la présence de gardes de la chapelle du souvenir de Melbourne, puisqu'on va voir qu'avec George Ingram, nous avons ici un policier de l'État du Victoria, un policier de Melbourne, puisque George Ingram, en fait, sans l'être réellement, mais va être considéré comme étant un officier de la police de l'État du Victoria. Nous avons ici encore de nouveau ces gardes d'honneur de la chapelle du souvenir, au monument aux morts. Nous avons toujours la garde d'honneur. J'adore cette photo, c'est une photo de ma fille, Tara. C'est une très très belle photo, juste après la cérémonie. On sent tout le monde, le devoir accompli. Et celle-ci qui a lieu, c'était la dernière cérémonie qui avait eu lieu au cimetière du Calvaire, qui se trouve juste à côté du cimetière communal, qui s'appelle le cimetière du Calvaire, puisque se trouve un calvaire juste à côté du cimetière. C'est rare, pas beaucoup en Picardie. Donc une plaque a été dévoilée ce jour-là, une plaque qui est le don de la police du Victoria, de la fondation du ruban bleu. En fait, la police de l'État du Victoria a un lien avec la bataille en raison de George Ingram. George Ingram, pendant l'entre-deux-guerres, va être un des premiers gardes d'honneur de la chapelle du souvenir de Melbourne. Et en tant que membre de cette garde d'honneur, George Ingram va être considéré officiellement comme étant un officier de la police de l'État du Victoria. Et avec sa Victoria Cross, jusqu'à aujourd'hui, George Ingram est l'officier de la police du Victoria le plus décoré à ce jour. C'est la raison pour laquelle la police du Victoria a décidé de s'impliquer énormément dans cette cérémonie et de faire don de cette plaque qui liste toutes les victimes tuées au combat ou tuées morts de leurs blessures pendant la bataille. Et qui, évidemment, n'oublie pas le lieutenant George Ingram, décoré de la croix de Victoria pour les combats. J'ai maintenant terminé. Je pense que si je fais ça, voilà, j'ai un écran noir, donc je reviens sur la croix. Je me tiens à votre disposition. Si vous avez des questions, j'ai pas trop fait attention à l'heure. J'ai quand même un peu débordé, je suis désolé. 29 minutes jusqu'à présent, je m'en excuse. Si vous avez des questions, je serais très heureux d'y répondre. Moi, j'en ai une par rapport à la première diapo, le symbole est de nouveau présent. Vous avez dit que c'est en forme de diamant, mais toutefois, vous n'avez pas expliqué ce que c'est le blanc et le rouge. Quelle est la signification? La signification. Alors, en fait, les différents bataillons vont choisir une forme. Alors, ça peut être un carré, ça peut être le diamant, ça peut être juste un triangle ou un losange. Le but est de pouvoir reconnaître à quelle unité un soldat va appartenir. Donc ça va être vu sur son uniforme. Et ensuite, les couleurs sont choisies justement pour savoir très précisément. Donc vous pouvez rattacher à une division et ensuite vous allez pouvoir rattacher à une brigade, rattacher à un bataillon en fonction de la forme et des différentes couleurs qui composent le badge. Je pense que je n'ai pas dit de bêtises. Pour cette raison. Vous voyez ici, on retrouve d'ailleurs les badges du 21e bataillon et ici de la 2e compagnie de pionniers. D'accord, merci. Je vous en prie. N'hésitez pas. Je voulais avoir une précision. J'avais entendu dire que lorsque l'artillerie australienne était intervenue en soutien des propos de sénateur Aubrin et après sur Brancourt, ils étaient postés le long de la ligne de Meaux, pas très loin du canal de Saint-Quentin. Oui, alors en fait, ça va dépendre du calibre de l'artillerie. Par exemple, l'artillerie de campagne, donc vous allez retrouver chez les Britanniques, c'est principalement ce qui s'appelle le 18 pounder, le 16 pounder, ça je sais plus, je suis perdu. Enfin, c'est l'équivalent du 77 mm allemand et du 75 français, donc c'est le 18 pounder, c'est ça, chez les Britanniques.
est un canon de campagne. Donc canon de campagne, c'est-à-dire qu'il a une portée qui est relativement courte, centaines de mètres jusqu'à quelques kilomètres. Donc c'est un canon qui va se retrouver très très proche de la ligne de front, tout comme les canons allemands de 77 qui se trouvent dans le cimetière. Ils sont juste à quelques centaines de mètres seulement des Australiens. Donc là, vous avez une artillerie qui va se trouver parfois vraiment le long de la ligne de front, à quelques centaines de mètres de l'ennemi. Ensuite, vous avez l'artillerie de moyenne portée, là, qui va être de 3, 4, 5, 6, 7 km. Ensuite, de longue portée, de très longue portée, etc. Donc en fait, tout dépend du calibre. En fait, vous pouvez imaginer que juste en face du village, jusque dans la zone du canal de Saint-Quentin, effectivement, vous avez de l'artillerie qui se trouve un petit peu partout. Et ça dépend de la portée. Alors c'est intéressant parce que moi, quand je me promène dans la campagne, quand je conduis, je regarde toujours un petit peu partout. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois un talus, quelque part, en fonction de sa disposition, notamment lorsqu'on prend la voiture, on commence de Péronne et on va vers Roiselle, et ensuite on se dirige vers le canal de Saint-Quentin, on a exactement la même perspective que la 4e armée Rawlinson, que les Australiens à l'époque. Et à chaque fois que je vois un talus le long de la route dans la bonne direction, c'est-à-dire où on peut protéger de l'artillerie et tirer vers l'est, je me dis, ah, tiens, c'était peut-être une position d'artillerie. Donc en fait, ils peuvent avoir partout. Vous avez une possibilité de savoir, en fait, sur certaines cartes de tranchées, vous allez trouver des positions d'artillerie, également dans les journaux de marche des différentes unités. C'est possible, mais assez compliqué, parce que c'est quelque chose qui est très secret. Donc même lorsque vous consultez les journaux de marche, donc ce qui s'appelle les War Diaries chez les Australiens, armée britannique, où vous allez consulter donc les documents des brigades d'artillerie, etc., des différentes monnaies, vous allez trouver parfois des cartes, mais rarissime de trouver vraiment la position des canons, parce que c'est quelque chose qui était très secret. Par contre, vous pouvez le trouver, concernant l'artillerie australienne, si vous avez de la chance, si vous trouvez une carte de tranchée de l'armée allemande, il y a probablement des cartes allemandes sur lesquelles étaient indiquées les positions ou supposées positions de l'artillerie australienne. Mais ils peuvent être un peu partout en fait. Mais un talus, etc., quand c'est protégé, il y a peu de chances que c'est possible d'avoir eu de l'artillerie à cet endroit. Si plus personne n'a de questions. Non. Vous avez dit que c'était le dernier combat de l'armée australienne. Ah, de l'infanterie australienne. De l'infanterie, Ouais, d'accord. infanterie. Vraiment infanterie australienne. Dernier combat, 5 octobre 1918. À la fin de la journée, toute l'infanterie, mais vraiment, est retirée directement du front en pardonnage. Ils sont relevés par les troupes américaines, mais les Australiens restent impliqués. Vous avez toujours principalement les troupes du génie, le service corps également, vous savez, toutes les troupes qui servent un peu pour tout ce qui est logistique, et l'artillerie australienne, elle est toujours impliquée. Lorsque de Montbrouin, vous voyagez de Montbrouin jusqu'à la frontière belge, vous allez trouver d'autres cimetières de l'armée britannique. Donc vous allez vous retrouver très rapidement en novembre 1918. Et vous allez trouver les tombes des derniers soldats ayant été tués ou morts de leurs blessures suite au combat dans cette période-là. Vous allez retrouver quelques tombes d'Australiens, malheureusement, qui sont tués jusqu'en novembre. Mais c'est principalement l'artillerie. Il y a encore des cimetières après en montant sur la tirage. C'est une bonne question. On voit plus. Alors non, parce que en fait, il faut continuer à prendre Saint-Quentin et vraiment directement sur l'est, vous êtes en secteur français. Et en fait, vraiment, plus ou moins la limite du secteur britannique. En fait, les Britanniques vont plus remonter un peu plus vers le nord, vers le Cateau, et ensuite. Donc, en fait, la ligne de défense principale allemande qui suit la ligne d'Hindenburg, après sa capture, il s'agit d'une ligne de défense qui se trouve le long de la rivière la Selle, donc qui se trouve vraiment au sud de Le Cateau, qui va être attaquée et capturée par des troupes britanniques et américaines, principalement américaines, 27e division maintenant. Et ensuite, la ligne que les Allemands vont choisir, qui va suivre, sera le long du canal de l'Or, ou de l'Ors,
sais jamais comment on doit prononcer exactement, Lors, mais si. C'est là où Wilfred Owen, le poète de guerre britannique, est tué le 4 novembre 1918. Donc utilise le canal comme une ligne de défense supplémentaire et ensuite on se retrouve en Belgique. Mais les Français, oui, les Français vont vraiment continuer à progresser. Alors bon, pour les Français, on se dit la situation était plutôt confortable, hein, ils ont juste à rentrer dans Saint-Quentin, etc. et attendre que ça se passe. Effectivement, dans la nuit du 5 au 6 octobre 1918, les Allemands vont quitter les hauteurs de Rouvroy et le Saint-Quentinois est définitivement libéré de l'occupation allemande. Les Français vont continuer à progresser ensuite vers l'Est et vont avoir des combats assez déjà au moment de assez Montbrun, sévères. les Français étaient à Fontaine-Militaire. Pardon ? Déjà au moment de Montbrun, les Français étaient à Fontaine-Militaire. Oui, voilà, c'est ça. Juste en fait, vous avez la ferme de Folle le long de la route entre Saint-Quentin et Boin. Bellecour, pardon. Voilà, Bellecour. Les Britanniques, un régiment britannique capture cette ferme qui est utilisée comme poste défensif par les Allemands. Et vraiment, lorsqu'on se trouve vraiment au sud de la ferme, là on est en secteur français. Tout à fait. Merci pour cette conférence. Je vous en prie. Une question qui est peut-être un petit peu à la marge de ce propos sur la bataille. Vous nous avez indiqué qu'Ingram faisait partie d'une milice. Juste avant la guerre, oui, tout à fait. Quelle était la fonction de cette milice? Alors en fait, bon, c'est une milice. Vous êtes, c'est un petit peu, on pourrait comparer avec la garde nationale aux États-Unis. Vous êtes volontaire. Vous allez recevoir une instruction militaire. Très régulièrement, vous allez faire, vous avez des séances d'entraînement, mais vous êtes civil avant tout. Mais c'est un peu comme un club pour certains. Vous allez avoir un entraînement militaire et vous êtes apte à pouvoir vous battre si nécessaire. Alors en ce qui concerne George Ingram, lui, il était plus particulièrement affecté effectivement à une unité d'artillerie. Donc on peut imaginer qu'il a probablement appris à se servir d'un canon lorsqu'il a servi dans cette milice. Mais le but en fait était de pouvoir lever en Australie, dans le cadre d'une hypothétique invasion étrangère, mais quand même d'avoir des troupes capables. Alors vous avez l'armée qui est là, mais vous avez la milice qui est en mesure de l'épauler, et puis avec cette milice, vous allez pouvoir créer des bataillons, etc. L'important, c'est d'avoir des hommes qui ont déjà une instruction militaire minimale. C'est un peu comme le service militaire dans l'armée française. Sauf que là, pour certaines personnes, on peut estimer que c'est par devoir du patriotisme, mais aussi un loisir pour certaines personnes. Juste revenir au retrait de l'infanterie. C'est parce que les Australiens étaient épuisés, ils n'avaient plus de réserve en hommes. Alors en fait, ils ont décidé de retirer l'infanterie du front. En fait, Monash, John Monash, est sous la pression depuis le mois d'août du Premier ministre australien, Billy Hughes, qui lui demande de retirer l'infanterie australienne de la ligne de front. Parce que Billy Hughes estime que le coût est suffisant, que les Australiens ont payé un coût suffisant à la guerre, et il demande à Monash de retirer l'infanterie australienne. Le problème, c'est que nous sommes en août 1918, le corps australien fait partie de la 4e armée Rawlinson. Si vous enlevez le corps australien, la 4e armée Rawlinson, je pense, est dans l'impossibilité de contre-attaquer. Ici même où nous nous trouvons, le 8 août 1918, bataille d'Amiens. Voyez, vous avez d'un côté l'entité politique et la vision politique, et puis qui est normal aussi d'un homme qui veut retirer les troupes, qui veut limiter le nombre de victimes. L'Australie, c'est un pays de 4 millions d'habitants. 10% des hommes sont volontaires et sont volontaires pendant toute la guerre, pas de conscription. L'Australie va voter contre la conscription à 2 reprises. Et 1918, les volontaires, le flot de volontaires va commencer très sérieusement, forcément, à se terminer. Donc on peut imaginer, Billy Hughes, avec toutes ses victimes, 63 000 Australiens sont morts sur le front occidental, sur une population de 4 millions d'habitants, c'est absolument énorme, veut retirer l'infanterie australienne de la ligne de front. Après, voilà, vous avez cette vision politique également, mais vous avez la vision et la réalité du terrain militaire. Sans les troupes, sans le corps australien, il n'y a plus
quasiment de 4e armée royale, puisque de leur côté, les divisions britanniques ont le même problème de sous-effectif, à cause des pertes, principalement liées aux offensives de printemps de l'armée allemande. Donc, Hughes demande à Monash de retirer les troupes. Monash ne va pas le faire dans l'immédiat. Monash décide de le faire. Par contre, une fois que la ligne d'Hindenburg a été définitivement capturée, en raison de la présence de ces 2 divisions américaines qui peuvent prendre la relève du corps australien, une division américaine en plus, quelque chose comme, je pense, 27 000 hommes, alors tout compris, donc c'est quelque chose d'absolument énorme. Donc là, Monash décide de retirer les troupes ce jour-là. Mais depuis le mois d'août, Monash est vraiment sous la pression de Billy Hughes, qui veut le faire le plus vite possible. Pour prolonger un peu la question, ça veut dire qu'en Australie, à ce moment-là, c'est le militaire qui prévaut sur le politique? Alors c'est une bonne question. Alors, je ne suis pas un spécialiste, loin de là, même du tout de la politique australienne. Mais une fois de plus, je dis, il y a la réalité du terrain. Hein. La réalité, qu'est-ce que vous faites? Alors c'est très important, parce qu'il y a la pression de Billy Hughes, mais d'un autre côté aussi, vous avez la pression du haut commandement français. Et donc, depuis le mois de mai 1918, Foch est à la tête de toutes les armées alliées. Et c'est en juillet que Foch estime que le moment est venu de lancer une contre-attaque générale contre l'armée allemande. Il y a cette pression qui est là également de la part de l'armée française, parce que imaginez le début août 1918, l'armée britannique dans l'impossibilité de commencer à lancer la contre-attaque ici, tout capote, hein, et les 100 derniers jours de la guerre vont peut-être commencer qu'au mois de septembre ou au mois d'octobre, je ne sais pas. Ça, on sait que pendant la guerre, hein, en France en tout cas, les députés français ont voté la tenue de la guerre à l'armée. C'est-à-dire que les politiques ne décidaient pas de la stratégie à avoir. Par contre, on sait que les politiques ont toujours fait pression, forcément, sur les armées pour des raisons ou une autre. Hein. On se souvient des politiques qui font pression sur l'armée française en 1915 parce qu'ils estiment que les soldats français sont grassement nourris dans leurs tranchées, ils ne servent à rien. Ils leur disent qu'il est peut-être temps d'attaquer les Allemands. Voilà, là aussi, ils sont complètement... ils ne sont pas connectés avec la réalité du terrain. Voilà, c'est très important, la réalité du terrain. Donc je pense que c'est pour cette raison. Bon, et puis Billy Hughes, il est quand même assez loin, il est en Australie, mais les généraux britanniques ont la même pression. Hein. Je pense à Sir Douglas Haig, le commandant en chef de l'armée britannique, 1916, avant la bataille de la Somme. Douglas Haig est sous la pression de l'armée française et du War Office à Londres, qui lui demande de lancer la bataille de la Somme le plus vite possible. Et Haig répond, je ne peux pas, parce que mon armée n'est pas suffisamment entraînée. Mon armée a besoin de plus d'entraînement. Vous voyez, vous avez toujours la vision politique de la guerre et puis la vision du terrain, du militaire, avec une réalité sur le terrain.